terminer notre forum mondial des territoires avec notre dernière séquence. Et s'ils sont prêts, je vois des ombres, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient là tous les deux, j'espère qu'ils le sont. S'ils sont prêts, Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, et Jacques Attali devraient nous rejoindre sur scène. Suspense. Ah, ils sont là, tous les deux. Yannick Jadot, Jacques Attali, vous allez vous mettre là, je vais me mettre ici. Merci de nous rejoindre, messieurs, pour cette dernière séquence donc, du Forum mondial des territoires. On a donné un titre à cette dernière séquence, l'écologie, moyen de réconciliation des territoires. Jacques, je vais peut-être commencer avec vous, puisque vous êtes à l'origine de cet intitulé. Réconcilier les territoires, entre eux, avec qui? Avec les citoyens? Avec la vie, d'abord, puisque c'est ça qui compte. D'abord, je suis très heureux d'être ici avec vous, ou avec toi, on va dire vous, puisque c'est la règle, pour débattre de cette question, c'est-à-dire comment l'écologie peut s'inscrire dans la démarche de l'économie positive, ou comment l'économie positive peut s'inscrire dans l'écologie, en particulier au niveau des territoires. L'économie positive, c'est l'économie au service des générations futures, qui est tout à fait la fonction même de l'écologie, et je pense que dans la mesure où l'État lui-même est de plus en plus défaillant, de plus en plus en train de se défaire, où l'Europe n'est pas encore construite, le territoire, qui est curieusement un lieu où le pouvoir politique est encore fort, c'est curieux, mais c'est comme ça, les maires ne sont pas renversés toutes les semaines comme les gouvernements peuvent l'être, c'est vraiment un endroit où on peut agir dans le long terme. Donc le territoire est le lieu, devrait être le lieu majeur de l'action dans le très long terme, et en particulier donc de l'action écologique. Il ne l'est pas encore. Peut-être parce que les écologistes n'ont pas encore réussi, sauf dans certains endroits, à structurer une offre véritablement séduisante pour faire comprendre que c'est le long terme qui l'importe. Mais c'est comme là que se situe l'essentiel de la bataille, dans le fait que les élections municipales en France vont être un enjeu écologique majeur. Parce que, et moi, j'aimerais bien qu'on essaye d'élaborer ensemble ce qui, de votre point de vue, constitue les marqueurs essentiels d'une action écologique ou une action positive. Moi, je préfère dire positive parce que pour nous, c'est à la fois écologique et social. Les deux vont ensemble. Le positif, c'est l'écologique et le social ensemble. Quels sont les marqueurs, les grandes réformes? Il y a certaines époques dans la vie d'une nation, il y a des grandes réformes, la sécurité sociale, la peine de mort. Quelles sont les grandes réformes au niveau du territoire, les grandes batailles qui, dans les grandes métropoles ou dans les territoires, sans oublier, et sans évidemment les territoires, parce que c'est là où, à mon avis, cette redoublié va se jouer, tout va se jouer. Quelles sont les grandes réformes qu'il faudrait faire pour qu'on ne perde pas cette occasion d'agir dans la durée? Yannick Jadot. Bonsoir, merci infiniment pour cette invitation, parce que on a vu notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, mais ça n'est qu'un symptôme d'une fracture territoriale, d'une fracture sociale, d'une fracture démocratique, avec un axe du vide en France qui sont l'axe du vide des activités économiques, des emplois, des services publics. Donc il y a un enjeu absolument extraordinaire à redonner de la vie au territoire. Mais en quoi l'écologie peut être la bonne réponse? C'est que on est dans un moment où à la fois il y a un profond besoin de protection, le climat, la santé, la biodiversité, les droits sociaux, les droits humains. On est dans un monde tellement instable que la perte de repères nécessite pour les responsables politiques, pour les politiques publiques, de rassurer, de redonner de la protection. Mais l'écologie ne peut pas s'arrêter là. Pour moi, l'écologie aujourd'hui, elle est une double projection. Une projection dans le temps et une projection dans l'espace. Une projection dans le temps, s'il y a le chaos climatique, l'anéantissement de la biodiversité, il n'y a plus de futur stable. Et au fond, c'est là, c'est la porte ouverte à tous les populismes qui vont s'inscrire dans des nostalgies régressives parce que l'avenir est tellement instable qu'on n'a pas envie de s'y projeter. Et je crois qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de solidarité quand le monde devient instable et est vu comme instable dans le temps. Donc agir pour le climat, agir pour le vivant, deux enjeux vitaux, nous permet de nous projeter dans l'avenir. Mais ça ne suffit pas.
Aujourd'hui, on voit bien que Trump, Bolsonaro, s'ils sont climato-sceptiques, c'est aussi parce qu'ils refusent de s'inscrire dans une communauté humaine à l'échelle du globe. Au fond, ce qu'ils refusent, c'est la communauté humaine faisant face aux grands défis de l'écologie, de la solidarité. Ça ne peut plus être nous et eux, c'est nous tous ensemble. Donc ils refusent aussi, ils sont dans le déni écolo de ce point de vue-là. Mais c'est pas la projection dans l'espace, c'est pas simplement refaire communauté humaine, communauté de destin. C'est se réinscrire dans son terroir. Moi, je dis souvent terroir. Alors, il y a parce qu'il ne faut pas laisser ce terme à l'extrême droite. Et deux, parce qu'un territoire, ça s'administre, ça se conquiert. Un terroir, ça se travaille, ça se fait vivre. Il y a une relation presque charnelle, romantique à son terroir, qui peut être urbain comme rural. Et puis surtout, c'est l'espace où on peut retrouver la maîtrise de sa vie. L'agriculture, l'alimentation dont vous parliez là, le logement, sa qualité, les dépenses contraintes de chauffage, d'électricité, la résilience aux canicules, l'urbanisme, les déplacements, l'éducation, la santé, la culture sont autant d'éléments absolument essentiels de la vie dont on peut retrouver le contrôle à l'échelle du terroir. Et quand on est dans cette participation à l'échelle d'un terroir, qu'on relocalise une partie de l'économie, qu'on a des emplois qualifiés non délocalisables, et donc des services publics, et donc de la culture, on a de la démocratie. Et moi, je suis absolument convaincu que l'échelle du territoire ou du terroir, c'est la seule échelle où on pourra retracer, redéfinir une société ouverte. Au fond, notre société ouverte, elle a besoin d'atterrir. Mais est-ce que c'est compatible et réplicable de façon cohérente, en sortant du terroir et du territoire, de façon cohérente au national, au niveau, par exemple, du continent européen ou à l'international, sans sortir du système capitaliste mondialisé, ultra-consumériste dans lequel nous sommes? Ce système, il est à bout de souffle. Il est à bout de souffle parce que finalement, ou alors c'est le système chinois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le capitalisme et la dictature. Si on considère qu'à un moment, il y a un peu de démocratie, un système effectivement qui explose les limites de la planète et qui organise la guerre de tous contre tous, pour les salariés, parfois pour les droits humains, pour les préférences collectives, pour les choix de société, de plus en plus sur la compétition des territoires d'ailleurs, entre eux, ce système-là, si on n'en sort pas, c'est la cata. La question, c'est effectivement comment on construit à toutes les échelles, parce que l'urgence est telle qu'il faut travailler à toutes les échelles pour en sortir et pour donner le système alternatif. Moi, je crois que l'État a évidemment des responsabilités, mais on est quand même englué dans un jacobinisme, dans un colbertisme du point de vue de l'économie, qui aujourd'hui est totalement contradictoire avec la volonté d'innover sur son territoire. Moi, je suis toujours surpris, on parlait d'agriculture tout à l'heure. Ceux qui innovent en matière d'agriculture aujourd'hui, c'est plus Monsanto, c'est de la blague. Eux, ils font de la chimie pour l'ensemble du monde. C'est pas ça l'innovation. Le paysan bio aujourd'hui, qui à la fois va sur Internet, s'inspire de ce qui est fait partout dans le monde et a une connaissance intime du sol et de la terre, c'est lui qui est dans l'innovation. Et donc, on a besoin d'agir à tous les états. Mais c'est pas lui qui signe le CETA. C'est pas lui qui signe le CETA. Ça, c'est évident qu'il faut à un moment donné toute la mondialisation qui, au fond, aujourd'hui, fait à peu près exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Je pense que le concept d'économie positive, c'est de cette façon de remettre l'économie au service des grands desseins de la société. C'est le seul sujet aujourd'hui, c'est de remettre l'économie à sa place, y compris pour que l'économie fonctionne bien. Et puis l'échelle européenne, il y a quand même un truc en ce moment, qui est un débat qui est là. La France emprunte à 15 ans à des taux négatifs. La France emprunte à 50 ans à 1,6%. Investir aujourd'hui massivement dans l'isolation des logements, dans un plan tram, dans un plan transport collectif, tout ce qui est rentable sur le moyen-long terme, mais forcément rentable avant 50 ans, devrait être la priorité absolue de tout gouvernement. Et ce à quoi nous travaillons aujourd'hui, y compris avec nos collègues allemands, c'est de créer un axe franco-allemand
de relance budgétaire autour de l'investissement public qui permettra de transformer cette économie vers une économie au service de ce que nous désirons. Jacques Attali. Alors pour compléter, parce que je vais avoir du mal même pour l'intérêt de la conversation à être en désaccord, mais pour compléter, premièrement, le capitalisme mondialisé est inévitable. Parce qu'on ne peut pas revenir à des frontières fermées, sinon on va transformer la planète en une juxtaposition de Corée du Nord. Ça n'a pas de sens. On peut imaginer le partage mondialisé aussi. Donc, ce n'est pas moins de mondialisation qu'il faut, c'est plus de mondialisation. C'est-à-dire qu'il faut que la mondialisation de l'économie de marché, qu'on appelle capitaliste ou économie de marché, soit contrebalancée et contrôlée par une démocratie planétaire. Le climat, on ne le réglera pas dans le cadre de nos frontières, on le voit même avec la tragédie de Rouen. La fiscalité, on ne la réglera pas dans nos frontières. Il y a un nombre incroyable de sujets qui ne se régleront pas dans nos frontières. Il faut assumer le fait qu'à l'échelon du XXIe siècle, il faut un gouvernement mondial. On n'osera pas le dire. C'est un de vos sujets anciens et très travaillés. On appellera ça gouvernance mondiale ou gouvernement mondial. On peut appeler ça gouvernance, c'est peut-être plus politiquement correct, mais c'est ça qu'il faut faire. Et naturellement, si nous, Européens, nous ne sommes pas capables de créer un gouvernement de l'Europe, comment on pourra proposer un gouvernement mondial? Il faut d'abord faire un gouvernement de l'Europe qui maîtrise le marché. Il faut que l'économie soit au service du politique, et pas l'inverse. Aujourd'hui, le politique est au service de l'économie. Donc la première chose, c'est de savoir qu'à terme, l'horizon, c'est celui-là. Il faut savoir d'ailleurs que tout au long de l'histoire, les hommes savaient les réformes qu'il fallait faire pour éviter la catastrophe, et ils ont fait les réformes après les catastrophes, pas à la place des catastrophes. Aujourd'hui, on fera sans doute un gouvernement mondial après une grande catastrophe écologique, parce qu'on dira c'est pas possible, ça ne peut plus durer, alors qu'on peut très bien le faire maintenant et éviter la catastrophe. Et ces gouvernements, ce n'est pas juste pour le plaisir de faire un gouvernement, c'est pour mettre en place des structures de commandement qui aient tout le temps une obsession, qu'est-ce que je peux faire dans l'intérêt des générations futures, et qui comprennent et fassent comprendre que la meilleure façon de servir le quotidien d'aujourd'hui, l'instant, c'est de servir les générations futures. Nous avons besoin, nous vivants d'aujourd'hui, du bonheur des générations futures. C'est la condition de notre bonheur, pas seulement pour financer nos retraites, mais parce que leur bonheur est la condition du nôtre, d'un point de vue rationnel et d'un point de vue irrationnel. C'est ce que pense chaque parent. Les parents savent bien que leur bonheur dépend du bonheur de leurs enfants. Eh bien, nous sommes tous les parents des générations futures. Et si on considère cette parenté collective, nous avons intérêt au bonheur nous-mêmes aujourd'hui, les vivants d'aujourd'hui, au bonheur de ceux qui n'existent pas encore ou de ceux qui ne sont pas en situation de diriger. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si on descend dans le zoom, en sachant que ceci devra se faire et qu'il faut continuer à demander de le faire, donc à mettre les grands traités internationaux dans le contrôle du long terme, de savoir quels sont leurs impacts, et ça n'a pas été fait dans les traités récents. Et puis, évidemment, il faut le faire aussi au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, au niveau des collectivités territoriales. Et ça veut dire penser en permanence l'impact à long terme de l'action. Alors, nous avons essayé de penser cela en quantifiant, pour ne pas rester dans la généralité. Nous avons inventé, et ça commence progressivement à s'installer à l'échelle planétaire, des indicateurs qui mesurent la façon dont on prend en compte l'intérêt des générations futures. Il y a pas mal d'indicateurs. Il y a ce qu'on appelle les ODD en anglais, en anglais SDG, qui ont été faits par les Nations Unies pour mesurer le degré d'atteinte de certains objectifs. Nous avons inventé les indicateurs de positivité qui mesurent comment un pays se prépare à améliorer sa situation à l'égard des générations futures. On mesure ça depuis 5 ans pour les pays, on commence à le mesurer pour les villes, pour les entreprises. Et une vraie société d'avenir, c'est une société dans laquelle les décisions sont prises en fonction de l'intérêt des générations futures, et en particulier les décisions financières. Alors justement, par exemple, je vais terminer sur ce qu'il a dit. Pour aller justement dans le sens de Yannick Jadot, je ne sais pas si votre proposition va jusque-là, Yannick Jadot, dans cet axe franco-allemand, mais est-ce que sortir les investissements de la transition écologique et solidaire du fameux calcul d'un déficit égal à 3% du PIB, serait bien noté par votre indicateur? Évidemment, l'indicateur mesure l'évolution vers la positivité des pays, des villes, etc. Pour l'atteindre, pour les réaliser, il faut disposer de ressources. Et en effet, il faut considérer, et je suis tout à fait d'accord avec Yannick Jadot, l'investissement positif, parce que pour moi, ce n'est pas seulement l'investissement vert, c'est l'investissement social, éducatif, je vais revenir, doit être absolument considéré comme prioritaire.
Si les démocraties ne le font pas, des dictatures le feront. Mais Nous sommes au la moment, dictature chinoise le fait de déjà. toute façon, même en Europe, on fera cela. La seule question, c'est de savoir si on le fera dans un contexte démocratique ou dictatorial. De toute façon, on le fera. Et pour le faire, il faut à la fois sortir les dépenses positives du budget pour en faire des dimensions d'investissement. M. Blanquer a dit hier quelque chose que je partage et que je dis depuis longtemps. Il faut le faire aussi avec les dépenses d'éducation. Les dépenses d'éducation, c'est évidemment des dépenses positives par nature. C'est pour l'avenir. Donc les dépenses d'éducation, les dépenses d'environnement, les dépenses d'infrastructure doivent être sorties du calcul du déficit maastrichtien, évidemment. Mais je vais encore plus loin. Non seulement nous avons toutes les ressources nécessaires pour le faire, vous l'avez dit avec les taux d'intérêt très bas, mais on vient de décider encore une fois une grande action monétaire par la Banque centrale, qui met beaucoup d'argent et d'une façon pratiquement illimitée. Il faut à tout prix exiger que les investissements qui sont faits par la Banque centrale, qui ne sont pas une relance budgétaire mais une relance monétaire, soient des relances positives et que tout cet argent qui va consister à acheter des bons du Trésor dise bon, on n'achète pas vos bons si vous ne justifiez pas que ça sert à financer des investissements positifs. Si la Banque centrale disait ça, ça aurait un impact majeur. Et après, on verra progressivement voir les grands fonds d'investissement, tant publics comme la BEI ou privés comme BlackRock et les uns et les autres, mesurer, et ça commence à venir, quel est l'impact de mes investissements. Ça vient très, très, très. Oui, non, ça commence à venir, ça commence à venir au niveau du... C'est 0,5% oui, de la finance bien sûr, mondiale. bien sûr, bien sûr. Mais au moins, la problématique est là, alors qu'il y a une urgence. Surtout que la Banque européenne d'investissement se refinance, utilise du papier de la Banque centrale européenne. Donc c'est une spécificité qui permet absolument de garantir les investissements publics. On sait que la Banque européenne d'investissement, si elle veut fonctionner comme n'importe quelle banque privée en matière d'exposition au risque, ce qui est totalement ridicule pour une banque publique. Si elle suivait le risque de la Banque mondiale, déjà elle prêterait 2 fois plus. Elle aurait un volume d'activité 2 fois supérieur. Mais finalement, la question qui se pose derrière cette discussion, c'est qu'est-ce qui, au regard de l'urgence, permet une transition très rapide du modèle économique. Lester Brown appelle ça le moment Pearl Harbor. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, avant Pearl Harbor, aux États-Unis, on discute de la guerre, mais au fond, on n'est pas dedans. On ne sait pas ce qu'on va faire, est-ce qu'on va la faire, est-ce qu'on ne va pas la faire. Et puis d'un seul coup, il y a Pearl Harbor, et l'ensemble du modèle économique se transforme. Le gouvernement reste toujours autant, sinon plus, contrôlé par le Congrès. Donc les institutions sont respectées et les droits des salariés progressent. Quand on discute au niveau européen, par exemple, de la fin du moteur thermique, les constructeurs automobiles disent « Oh là là, jamais avant 2040 ». Ça fait plus de 20 ans. Hein ? Entre les termes de référence du ministère américain des armées en juillet 40 pour fabriquer la Jeep et sa production en masse, il a fallu 18 mois. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on peut arriver, et quelles sont les conditions qu'on doit réunir pour faire en sorte que, sans avoir besoin d'une guerre mondiale, sans avoir besoin d'être juste après la Seconde Guerre mondiale comme le Conseil national de la résistance, on se mobilise, on fédère les Français, on les réconcilie, on les rassemble autour ce que je pense être le seul grand projet de civilisation qui vaille, l'écologie. Moi, j'ajouterais l'écologie et le social. Mais pour moi, c'est dans l'écologie, c'est pour ça. Non, l'écologie, c'est le climat. Pour moi, il n'y a pas de... ce soit les deux. Il n'y a pas de transition écologique si elle laisse les salariés ou les citoyens au bord de la route. Elle est démocratique, les citoyens doivent en être partie prenante. C'est pour ça que nous, on prend et sur la question de l'automobile, par exemple, aujourd'hui, si on ne travaille pas avec les 12-13 millions de salariés de l'automobile européen, y compris pour faire le nouveau modèle de transport, on finira par avoir des bagnoles chinoises pilotées par Google. De la même façon, dans le débat sur l'agriculture, on peut avoir des débats très durs avec certains représentants de l'agriculture, mais on ne fera pas la transition agricole sans les paysans. C'est une évidence absolue. Et on ne fera pas la transition automobile, comme on l'a fait avec les Gilets jaunes, sans parler avec les gens qui utilisent des automobiles et qui ne peuvent pas s'en passer. Donc c'est pour ça que nous, on préfère le mot positif à écologique pour recouvrir véritablement tout. Oui, il faut absolument tout ça. La question, c'est de savoir comment y arriver. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur comment créer la prise de conscience. Il y aura une prise de conscience s'il y a une catastrophe.
il y a Mais deux... il y a déjà une catastrophe. Alors, il y a... Pour une grande partie de l'humanité, c'est déjà la catastrophe. Non, mais la catastrophe, elle est là depuis toujours. Il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Quand on a 60 millions de déplacés, de réfugiés climatiques chaque année, vous le savez beaucoup mieux que moi, Jacques, c'est déjà une catastrophe. C'est une catastrophe qui n'est pas... C'est pas une catastrophe pour nous, pays riches émetteurs de gaz à effet de serre, mais c'est déjà ça. une catastrophe pour la moitié de l'humanité. L'humanité, l'essentiel de l'humanité vit en catastrophe depuis des millénaires. Elle a toujours vécu en catastrophe. Certains disent un petit peu moins, parce que etc. On peut y revenir. Ouais. Mais la question, c'est de savoir si il faut créer un sentiment de panique. Moi, je ne crois pas. Et je serais ravi d'avoir votre avis, parce que la panique provoque la résignation, le narcissisme. On va nous transformer tous en narcisses, en zombies narcissiques. C'est ça le risque. Et qui est d'ailleurs une tendance par ailleurs. Par ailleurs, il y a une grande tendance de la jeunesse de s'enfermer, on le voit par 1000 tendances. Et curieusement, il y a une collusion étrange entre le catastrophisme et le narcissisme que la société fabrique par ailleurs. Il y a comme si le catastrophisme accélérait l'apologie de la solitude. Je m'enferme, comme votre prédécesseur qui dit « je vais dans une ferme parce que le monde va s'enfermer », etc. Donc, mais il faut à la fois alerter, mais sans être, c'est pour ça que nous disons s'alerter de façon positive, avoir tout de suite la solution. Dire non, c'est pas perdu. Et là-dessus, il faut vraiment en permanence apporter la solution. Je pense qu'on est d'accord. C'est là où, si je peux me permettre, où le caractère positif est essentiel. Le scénario noir, tout le monde en a à peu près conscience aujourd'hui. Alors effectivement, soit on s'isole, soit on combat, soit au fond, on se dit le statu quo me va très bien. Advienne que pourra pour les générations futures. Bon, ça, c'est un aspect. Ce qu'il faut arriver à faire passer comme message et à construire avec les citoyens, c'est que si on se mobilise, si on porte les solutions qui le plus souvent existent déjà dans la société, c'est ça qui est intéressant avec ce forum, c'est que les paysans bio qui vivent mieux que ceux qui sont surendettés avec 350 € par mois pour vivre, avec ce qui a été dit, un suicide tous les 2 jours, je veux dire, la version de l'agriculture qui marche bien, on la connaît. La version des entreprises qui marchent bien, on les connaît. L'organisation dans les quartiers, même parfois dans des quartiers extrêmement difficiles, où il y a de la vie démocratique, où il y a de l'envie, de l'émancipation, on a tout ça. Donc comment, tout le sujet, c'est d'arriver à ce que ce qui va bien dans la société ne soit plus en marge des politiques publiques, mais devienne le cœur des politiques publiques. Et qu'on arrive à se dire qu'on peut sortir de nos divisions, on peut se rassembler autour de ce grand projet. Parce que sinon, quand on est dans le déni en réalité de la crise climatique, on peut faire des beaux discours, on peut faire des grands slogans, mais si on prend les citoyens pour des imbéciles, à un moment donné, ça ne marche pas. C'est-à-dire, Lubrizol, à Rouen, à moins de 100 km d'ici, on prend les citoyens pour des cons. On va se dire franchement, on leur dit ça brûle, protégez-vous, mais en fait, on ne vous donnera pas les molécules chimiques ou les substances chimiques, alors que c'est une usine dont on connaît parfaitement l'ensemble des substances chimiques qui sont à l'intérieur. Bon, au fond, on crée une défiance telle dans l'autorité politique, dans l'autorité publique, et parfois même dans les agences de conseil, on l'a vu avec les cas de Monsanto, du Dieselgate, qu'on crée non pas l'autonomie, mais l'individualisme. Et la réponse des gouvernements, trop souvent, ce n'est pas de responsabiliser, c'est de culpabiliser. Et donc, il va falloir qu'on arrive à trouver, effectivement, en valorisant ce qui marche bien, de se dire, ensemble, on peut gagner. Et franchement, cette société ne va pas si bien que d'en changer, y compris dans nos relations sociales, y compris dans notre inscription dans les territoires, y compris dans notre façon d'organiser la démocratie. Franchement, on peut tenter notre chance pour autre chose. Et c'est ça le modèle écolo, c'est se tenter notre chance pour autre chose. La fin de l'histoire n'est pas écrite, l'écologie n'est pas une idéologie de ce point de vue-là, mais au fond, elle laisse à chacune et à chacun une incroyable responsabilité, chacun suivant ses moyens, évidemment, mais de faire ensemble. On a quand même 2 modèles pas qui s'affrontent, mais qui se font face. Vous disiez tout à l'heure, l'écologie, c'est forcément solidaire, c'est forcément social. Mais en fait, pas pour tout le monde. Il y a quand même un certain nombre de gens aujourd'hui qui pensent la transition écologique technologique en pensant l'adaptation du système et non sa transformation. Donc on va modifier aux abords
aux alentours le système, on va l'adapter. La technologie fera à notre place les efforts que nous ne voulons pas faire, et notamment les efforts de sobriété, sauf qu'à la fin de la journée, ça continue d'amplifier les inégalités. Effectivement, ça va toujours aussi bien, ou sinon toujours mieux, pour un petit groupe de personnes. Et en face, effectivement, il y a une transition écologique et solidaire qui se veut un peu plus partageuse, un peu plus en lutte contre les inégalités, et peut-être un peu plus sobre et moins technologique. Donc, cette confrontation-là, il faut aussi la trancher. Il faudra les deux. Aujourd'hui, par exemple, prenons la question du moteur électrique. Ce n'est pas la panacée sur l'ensemble du système de transport. En revanche, ce qui est interdit en France aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le rétrofit. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez votre vieille bagnole et vous mettez un moteur électrique dessus. Ça existe en Allemagne, ça existe aux États-Unis. Ça n'existe pas en France. En France, vous voulez une voiture électrique, il faut acheter une bagnole neuve qui coûte 25 000 30 000 euros. À 5 000 euros dans les modèles sur lesquels ils travaillent, vous pouvez changer votre moteur. Donc, au fond, on est dans la sobriété au sens où on n'a pas besoin de reconstruire une bagnole dans son entier. On peut aller très très vite. Socialement, on peut aller notamment sur les artisans, on peut aller là aussi très très vite. Et donc, c'est à la fois de la technologie. Oui, mais sauf qu'on ne se pose pas la question de la place de la voiture. Oui, mais c'est une partie de la réponse. Aussi à ne pas avoir de voiture quand j'ai dit l'Europe doit sortir un plan tram européen, qu'il faut sanctuariser aujourd'hui les services publics et une partie des infrastructures vitales, les barrages hydroélectriques, les petites gares. Enfin, moi, je visite des territoires. On a fermé la maternité. Ça veut dire qu'en fait, c'est plus un territoire où on fait des enfants. On ferme les écoles, donc c'est plus un territoire où on les élève. On ferme les petites gares, c'est plus un territoire où on se déplace dans le sens collectif du terme. Le message envoyé, c'est crevez dans votre coin et avec un peu de chance, vous aurez la 5G, vous aurez un super écran dans vos maisons et vivez heureux comme ça. Et donc, c'est pour ça que la question de la reconquête du terroir, la reconquête du territoire est un élément absolument essentiel pour, au fond, retrouver la confiance dans l'autre et y compris accepter un certain nombre de contraintes qui ne sont plus des contraintes subies, mais qui sont des contraintes choisies. Jacques. Oui. Entièrement d'accord. Ça suppose des contraintes nouvelles. D'abord, il faudra dépenser une part plus forte de son revenu pour se nourrir que ce qu'on fait aujourd'hui, une partie plus forte, donc moins pour les 18e ordinateurs ou téléphones portables. Deuxièmement, il faut vraiment maintenir les services publics, même si ils sont moins nécessaires, mais parce que c'est un problème de cercle vicieux. S'il n'y a plus de services publics, les gens ne viennent pas, tandis que s'il y a un service public, les gens pourraient revenir. Donc il faut parier sur l'avenir en maintenant les services publics, même si les gens ne sont pas là, pour qu'ils reviennent. C'est très important. Sur le progrès technique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que le progrès technique est la réponse. Et ça renvoie à une vieille, ancienne humaine qui est à tout problème arrive un sauveur. C'est l'idée eschatologique du Messie. Il y a un sauveur, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, il y a un sauveur. C'est l'idée qu'on retrouve dans le western. Il y a la cavalerie qui va arriver pour nous sauver les Indiens. Ou Zorro, enfin Superman, ça existe. Et aujourd'hui, Zorro, le Messie, Superman, c'est le progrès technique. Il y a cette attente qui a marché dans certains cas. À la fin du 19e siècle, il y avait des futurologues qui disaient qu'en l'an 2000, Paris serait recouvert d'une couche de crottin de 150 mètres parce qu'ils avaient fait la prolongation des tendances. Bon, on sait ce qui s'est produit. Donc beaucoup de gens espèrent que le progrès technique va régler tout. Il faut vraiment qu'il le fasse. Mais d'abord, il faut distinguer deux progrès techniques. Il y a un progrès technique extraordinairement utile, c'est ce qu'on peut appeler le progrès technique positif, puis un progrès extraordinairement dangereux. Ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'aliénation qu'ils représentent, avec la terrifiante symbiose entre les réseaux sociaux et les neurosciences, qui font que ce soit des systèmes addictifs, qui sont des machines à fabriquer des êtres totalement surveillés et trouvant, selon la Boétie, une jouissance à leur propre servitude, qui est exactement ce qui est en train de se mettre en place. C'est très dangereux. Avec une marchandisation permanente. Oui, c'est ça. Mais la solitude avec derrière la marchandisation bien sûr, permanente. Parce que la solitude est le principal facteur de la consommation. Ce n'est que la solitude crée le désir de consommer pour compenser la solitude. Et c'est ça la société que le progrès technique met en place si on n'y prend pas garde. Donc il faut avoir une grille de lecture sur le progrès technique qui doit être positif
écologiquement, donc économiser de l'énergie, mais aussi positif socialement, c'est-à-dire créer les conditions pour lutter contre la solitude et non pas faire de la solitude une réponse au problème écologique. Or, on peut, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur les gens seuls qui ont un grand écran dans leur village, la solitude peut être une réponse assez réconfortante. Et il faut lutter, mais pour ça, il faut avoir une grille de lecture, qui est une grille de tir qui dit le progrès technique positif, c'est un progrès convivial. Par exemple, sur la nourriture, ce n'est pas seulement une nourriture qui soit écologiquement, au sens premier du terme, saine, mais c'est des repas où on passe du temps ensemble, on mange lentement, on passe du temps ensemble et on parle. Et pas on déjeune 3 minutes et demie et on grignote toute la journée. Donc il faut réintroduire une dimension socio-culturelle dans le progrès technique. Et de ce point de vue, le progrès technique peut être aussi là, dans cette dimension. Mais ça suppose une Weltanschauung, comme on dit, une vision du monde globale, qui n'est pas seulement ni technologique, ni seulement, à mon sens, écologique, au sens étroit du mot. Mais c'est justement, alors on arrive au bout de notre discussion, c'est justement dans cette vision globale de la situation. On est là tous les trois debout sur une partie du globe et le continent africain est à nos pieds. Jacques, je sais que vous voyagez souvent dans l'hémisphère sud et que vous connaissez un certain nombre de situations. Il y a toute une partie du globe sur laquelle on ne se pose pas les questions que nous sommes en train de se poser là. Parce qu'effectivement, la sobriété, elle n'est pas là-bas choisie, elle est subie. Et en plus, ce sont les lieux qui sont les moins responsables du problème qui en subissent le plus les conséquences. Et pour ces milliards d'êtres humains-là, la catastrophe, c'est déjà aujourd'hui. Absolument, Audrey, je vais laisser Yannick conclure. Mais notre discours peut être interprété, vu de l'Inde et même de la Pologne et de toute l'Afrique et d'une partie de l'Amérique latine, comme un discours idéologique de l'Occident qui dit « nous nous sommes enrichis, on va fermer la porte et vous n'aurez pas le droit ». Oui, mais c'est pas ça notre discours. Notre discours n'est pas ça, mais il peut être compris comme ça. Vous vous êtes enrichis, vous voulez changer, changez donc, mais nous, laissez-nous arriver à votre niveau. On veut la voiture, on veut votre nourriture, on veut le climatiseur, on veut tout ce que vous avez, après on verra. Alors qu'il faut faire comprendre dans ces pays que le court-circuit qu'ils ont fait extraordinaire avec le téléphone mobile, qui leur a permis d'éviter le téléphone fixe et de passer directement au progrès technique, peut-être, et on verra, j'espère, dans ces pays apparaître des technologies. Je pense que les grandes innovations positives viendront d'Afrique et de l'Inde. Mais enfin, dans la zone sahélienne, dans la zone sahélienne, beaucoup de gens disent on ne veut pas de ce système, on en veut un autre. On veut aussi de la protection, on veut aussi de la sécurité, on veut aussi une classe moyenne qui soit dans des conditions normales. Mais on sait que ce modèle qui est le vôtre a produit notre destruction. Donc on en veut un autre. Et par rapport à ce que vous disiez, Yannick Jadot, sur effectivement ces territoires dans lesquels on n'a plus qu'à se mettre devant du streaming sur un grand écran, en France aussi, qui est un pays riche, il y a 11 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Les gilets jaunes qui étaient dans la rue n'étaient pas des gens qui étaient contre la lutte contre le réchauffement climatique, mais ils voulaient juste qu'on puisse les accompagner dans la transition. Donc ce problème-là, il est aussi pour nous dans les pays riches, et j'imagine que c'est au cœur de vos préoccupations au Parlement européen. Bien sûr. Donc vous avez le mot de la fin. Non, bien sûr. On a commencé sur un plan d'isolation des logements. Moi, j'étais il n'y a pas très longtemps dans les quartiers nord de Marseille. Les quartiers nord de Marseille, pour eux, l'écologie, c'est un impératif. Précarité énergétique, les gamins qui sont en permanence devant les médecins, parce qu'évidemment, les appartements sont pas forcément insalubres, mais en tout cas difficiles à vivre, les tuyaux de flotte qui sont percés, les factures, donc, et puis l'alimentation, et puis les transports, et puis la sécurité, évidemment la sécurité. Donc, l'écologie doit d'abord s'adresser à ceux qui aujourd'hui sont les premières victimes de la crise écologique, sociale, démocratique. Donc ça c'est la priorité. Sur l'Afrique ou l'Asie, moi j'ai eu le privilège de travailler en Afrique, en Asie. C'était marrant, au Bangladesh, tu connais ça bien. C'est pas simplement le court-circuit du téléphone, c'est le court-circuit de l'énergie aujourd'hui. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des systèmes où on brûlait le peu de bois qu'il y a pour s'étouffer, se rendre malade, on installe aujourd'hui des panneaux photovoltaïques, ça coûte moins cher, ça coûte, vraiment on est au coût marginal sur les panneaux photovoltaïques. C'est ce que nous faisons un peu partout en Afrique. Et ça permet aux femmes d'avoir une activité économique, donc
elle s'émancipe socialement, ça permet de travailler pour les enfants les devoirs, d'avoir, je l'ai dit, une activité économique, dont ce sont des vecteurs de transformation radicale de la société. Et puis, il y a aussi, notamment en Afrique aujourd'hui, alors tout le développement autour des énergies renouvelables, mais quand on prend la question du Brésil et du soja, par exemple, dans l'imaginaire politique brésilien, le soja, c'est l'indépendance politique du Brésil. Ils se sont construits autour du soja, comme l'idée que ce pays ne serait jamais plus soumis, ce pays ne serait jamais plus dépendant des États-Unis. Et qu'au fond, ils ont eu une pensée de conquête sur l'Amazonie, comme les États-Unis ont eu une pensée de conquête sur l'ensemble du territoire. Et donc, il faut arriver aujourd'hui, parce que c'est le débat dans la société brésilienne, c'est de dire en quoi le mouvement des sans-terre est aussi légitime que les grandes exploitations du Mato Grosso, et d'ailleurs qui tuent l'Amazonie, qui abîment les gens qui y vivent et qui nous mettent tous dans l'embarras. Donc on est aujourd'hui quand même dans tous ces pays-là, c'est aussi en train de changer. Alors c'est notre responsabilité, hein, quand on surexploite la forêt dans le bassin du Congo, quand on en prend pour nos téléphones portables et qu'on ne s'intéresse pas trop à la façon dont c'est produit et que c'est des bandes, des milices ou des guerriers qui exploitent tous ces minerais indispensables, quand nous-mêmes, on n'arrive pas à sortir de notre dépendance énergétique vis-à-vis du pétrole notamment, on participe de tous les drames de la planète. Donc notre sobriété, ce n'est pas simplement bon pour nous, ce n'est pas simplement bon pour la façon dont on va transformer notre société, mais c'est aussi un projet de paix. Parce qu'être sobre, c'est redonner aux Africains, aux Bangladeshis ou aux Brésiliens et à tous les autres, c'est leur redonner l'espace de penser leur développement. Et ça, si on a une responsabilité, nous, c'est effectivement que l'Europe ne soit plus cette puissance hégémonique qui a imposé un système, mais que ce soit une puissance exemplaire du point de vue de sa transition écologique, pour, au fond, le meilleur des messages envoyés à Trump ou à Bolsonaro. Au fond, ce n'est pas de faire des beaux discours à la tribune des Nations Unies, parce qu'ils n'en ont rien à foutre, en vrai. C'est de montrer que l'Europe est capable, par l'exemple, par sa transformation, de vivre mieux. Et à ce moment-là, on sera plus respectueux des Brésiliens, on laissera l'incroyable jeunesse africaine lui donner une chance, parce que l'Afrique, c'est pas que du conflit, c'est pas que de la misère, c'est pas que voilà, c'est aussi une incroyable jeunesse qui a envie de vivre, qui a envie de s'épanouir, qui a envie de bâtir, et laissons-leur leur chance en nous, en assumant notre responsabilité de donner l'exemple. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci beaucoup Yannick Jadot. Je vais vous laisser rejoindre la coulisse et je vous garde avec moi, Jacques, pour un mot de la fin. Alors Jacques, je vous laisse prendre place au pupitre. En même temps que le maire de... Alors c'est à droite Yannick Jadot. Ça arrive de temps en temps de devoir passer par la droite. Monsieur Gastine, s'il vous plaît. Je voulais vous remercier à tous d'être là, si tard après cette longue journée. Je remercie Yannick et tous ceux qui ont bien voulu participer. Je remercie surtout toutes les équipes qui font le travail dans l'ombre et qui ont rendu possible tout cela, les équipes techniques de cette salle, les équipes techniques de la mairie du Havre, les équipes de Positive Planète. Au premier rang, je remercie Audrey qui a bien voulu animer ce jour et que je demande qu'on applaudisse. Merci. Non. Merci. Je voudrais aussi féliciter l'autre Audrey Tcherkov, si elle est dans la salle. Qui mérite vos applaudissements, Audrey Tcherkov, absolument. Et toutes celles et ceux qui ont travaillé avec elle, je pense à Marine, à Camille et tous ceux que je nomme pas et qui sont au premier rang de ces préparations. Pour nous, c'est une grande joie d'avoir fait ce forum. On sent à quel point de plus en plus l'idée d'une économie positive devient une banalité, c'est très bien ainsi, qu'elle s'inscrit dans le débat public et positif, que l'économie positive est à la fois plus évidente, plus nécessaire et plus lointaine. Il y a une urgence épouvantable. Je dois dire que parfois il m'arrive d'avoir du mal à dormir quand je pense à la lenteur à laquelle toutes ces évidences se mettent en place, mais il faut ne pas renoncer, continuer et penser qu'on a une chance d'y parvenir.
Et évidemment, mon dernier remerciement va à la ville du Havre et à son maire qui, depuis des années maintenant, 8 ans, nous ont permis d'installer ce forum, d'en faire un élément important de la vie locale et de la vie internationale, et de créer les conditions pour qu'ici se rassemblent non seulement des autorités françaises, mais des acteurs de l'économie mondiale qui permettront de faire mieux connaître la ville du Havre et d'en faire, je l'espère, un modèle de ce monde positif auquel nous croyons tant tous. Merci à tous. Merci à vous, Jacques. Monsieur le maire. Cher Jacques Attali, mesdames et messieurs, nous voilà au terme, en effet, de cette 8e édition du LH Forum. Nous voilà au terme de nombreux débats parfois passionnés, souvent passionnants. Merci à tous les intervenants, parfois éminents, qui ont animé ces débats, qui ont participé à ces tables rondes. Chacun a conscience que l'avenir de la planète se joue à toutes les échelles, qu'il est nécessaire de penser, d'imaginer une gouvernance planétaire pour trouver des solutions à des problèmes planétaires, mais que probablement sur ce terrain-là, nous avons reculé depuis 10 ans, parce que la crise économique de 2008 avait créé une réaction dans le sens d'un embryon de gouvernance planétaire. Chacun voit bien qu'aujourd'hui, on a plutôt perdu du terrain depuis 2008. Chacun voit bien aussi que l'Union européenne a un rôle à jouer, mais qu'elle aussi, elle est un peu divisée et très mobilisée sur le Brexit depuis quelques mois, qui probablement nous détourne de sujets plus importants. À l'échelle nationale, les orientations qui sont prises vont dans le bon sens. On peut regretter parfois qu'elles aillent trop lentement. Ici, au Havre, par exemple, nous attendons depuis longtemps, vous le savez, la construction de cette usine d'éoliennes en mer pour équiper les parcs français, les 5 des 6 parcs français qui ont été retenus, parfois depuis longtemps, mais les choses avancent, j'y reviendrai. Et puis les solutions sont à l'échelle régionale, à l'échelle locale, et c'est la nouvelle orientation du LH Forum, Forum international des villes et des territoires positifs, pour mettre en avant les initiatives locales, d'où qu'elles viennent, des élus, des acteurs économiques, des acteurs associatifs, parfois même de ces acteurs tous ensemble réunis. Et je crois qu'il n'est pas indécent de viser comme objectif pour le Havre de devenir peut-être pas une capitale de l'économie positive, encore que nous prenons cette orientation depuis quelques années, mais de manière très concrète, une capitale de la transition énergétique, puisque ici au Havre, nous assumons parfaitement la fermeture d'une centrale thermique au charbon pour nous lancer dans la grande aventure des énergies marines renouvelables. Vous le savez, d'ici 2022, la centrale thermique au charbon du Havre sera fermée. Nous allons donc renoncer ici à l'économie du charbon, à l'énergie du charbon, à une énergie non renouvelable, à une énergie du 19e siècle, extrêmement polluante, émettrice de quantité de CO2, pour nous tourner vers les énergies marines renouvelables, avec ce projet d'installation d'une usine XXL de fabrication de pales et de nacelles pour les éoliennes en mer. Le calendrier est le même, 2022, c'est demain, fermeture de la centrale thermique, inauguration de cette usine de fabrication de pales et de nacelles d'éoliennes en mer. Le terrain de jeu est le même, puisque le terrain qui a été libéré par le grand port maritime du Havre se trouve au pied de la centrale thermique. Et donc, je vous invite à promouvoir, dans l'humilité, mais à promouvoir au moins les efforts qui sont faits collectivement ici pour la transition énergétique de ce territoire, qui est un territoire gros consommateur d'énergie. Et je crois que si cette transition énergétique se présente finalement assez bien, c'est aussi le fruit de ces débats que nous avons eus ici au cours des dernières années,
avec vous, Jacques Attali, avec les intervenants qui viennent ici depuis plusieurs années pour participer au LH Forum. Le LH Forum n'est pas tout à fait terminé puisque ce soir, vous êtes tous invités à un concert gratuit sur l'esplanade Nelson Mandela qui vient d'être inauguré ce matin au Havre, un concert de Martin Solveig. Et pour ceux qui ne seront pas ce soir sur l'esplanade Nelson Mandela, rendez-vous l'année prochaine pour le LH Forum 2020. Merci de votre attention. Merci beaucoup, merci Monsieur le maire, merci Jacques Attali. Merci à tous, bon concert ce soir. Et je voudrais adresser des remerciements tout particuliers à la régie. Ils sont en haut, merci de les applaudir. Et ils sont aussi derrière, en coulisses. Vous savez, quand je partais sur le côté, que je faisais le tour, derrière, il y a aussi des gens qui ont travaillé pour rendre possible ce forum. Donc merci de leur réserver vos applaudissements et très bonne soirée. Merci à vous.